Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Ma Première Fois, un podcast qui est destiné à nos amis entrepreneurs. Ma Première Fois, ce podcast qui est créé par RH Performance. RH Performance, cette magnifique entreprise qui intervient en recrutement, en formation, en coaching, en séminaire et en placement et quoi encore. Bref, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Bastien. Bastien, comment vas-tu ? Je vais très bien. Ben, c'est chouette. Alors Bastien, on s'est croisés, on a mis du temps à se rencontrer parce que je fais une différence entre se croiser et se rencontrer. Ouais. On s'est croisés dans une association que beaucoup d'entre nous connaissent, c'est la Réseau Entreprendre. Ouais. Cette association de réseau entrepreneurs, d'entrepreneurs qui a été créée par André Mullier il y a 40 ans, c'est les 40 ans cette année. Et je me souviens à l'époque, j'avais été marqué par ton entreprise, Les Paniers de Léa, qui a beaucoup fait parler d'elle et on reviendra dessus. Si tu devais te présenter, allez, en 2 minutes maximum, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Écoute, merci encore pour l'invitation, Hervé. Je suis Bastien Denien, j'ai 46 ans, entrepreneur depuis 15 ans et déjà papa de 2 enfants magnifiques qui ont 7 et 3 ans. Je suis une personne motivée, engagée, enthousiaste et très heureux d'un point de vue professionnel d'avoir cette profession d'entrepreneur puisque je réalise beaucoup de choses que j'ai envie d'accomplir dans ma vie. Voilà, je suis quelqu'un de très sociable et qui aime être entouré et qui a besoin de sentir que les gens autour de lui sont joyeux. Donc du coup, j'essaie de créer un monde autour de moi où les conditions de bien-être sont présentes. Ouais. Si je vais un peu sur l'aspect pro, si tu devais, pareil, en 1 minute 30, ouais, ton parcours, il est en 2-3 séquences assez fortes, ça serait quoi ? Eh bien, en fait, moi, j'ai fait, dans mes études supérieures, une école de commerce un peu traditionnelle. C'était l'EDEC à Lille, après 2 ans de prépa. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire dans ma vie, mais je savais qu'en fait, dans cette école, j'aurais les outils et l'ouverture d'esprit qu'on me proposait, qui me permettraient de trouver ma voie, ce qui a été le cas, puisque j'ai tâtonné entre des schémas classiques de parcours en marketing au démarrage, puis après un peu plus en finance, parce que j'ai toujours été assez à l'aise avec les sujets mathématiques. Mais au fond de moi, il y avait une petite musique qui me disait que j'étais peut-être entrepreneur. Déjà à l'école, je m'investissais beaucoup dans des associations. Et puis malheureusement, dans mon école, il n'y avait pas de major entrepreneurship. Donc, je n'ai pas pu déclencher cette vocation. Et puis après... Ouais. Et puis... Dans ton parcours, il y a une partie où tu as travaillé en marketing, en finance, ouais, des postes effectivement dans des grosses structures ouais, anglo-saxonnes, ouais, du contrôle de gestion, et puis cette ouais, bascule dans le monde de l'entrepreneuriat. J'aimerais revenir sur une thématique, parce qu'on prépare ces podcasts, les gens ne le savent pas, on les prépare. C'est que à la fin de tes études, tu as fait un stage, oui. Et quand tu m'en as parlé, j'ai eu l'impression que ce stage, c'était un stage choc, c'était une sorte un peu de révélation. Tu peux nous en dire 2 mots de ce stage et ce que ça a suscité chez toi ? Exactement, comme je t'expliquais tout avant cet enregistrement, j'ai senti en effet que je voulais pas suivre la voie de tout le monde, en fait. C'est quoi la voie de tout le monde ? C'est un moule assez formaté avec une carrière classique et des progressions de carrière qui te permettent déjà de progresser d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue financier et personnel, et d'acquérir certains moyens qui te permettent d'être à l'aise. Et donc du coup à l'EDEC, en fait, c'est beaucoup des gens qui partent en finance de marché, en audit ou dans des belles carrières marketing. Et moi, j'ai voulu casser ce début de moule en partant. Et il y a ce stage. Voilà, c'est ça. Donc il y a un stage de fin d'études à choisir. Et du coup, moi, je suis parti à Madagascar, et c'est quoi, pas rémunéré, pour aller accompagner un couple de franco-malgaches qui montaient des hôtels sur l'île. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être super structurant d'apprendre la gestion dans un pays qui est complètement autre, et dans une non-structure. Et ça m'a vraiment Il y a 2 mots que j'ai notés, que tu as souvent employés dans notre échange. Oui. C'était terrain et proximité. Oui. Je crois qu'il y a un fil rouge qu'on va peut-être sans doute retrouver tout ça. C'est vrai que je me suis les grandes boîtes, j'ai fait des stages et très vite, en fait, je me suis pas forcément senti à l'aise. Et c'est vrai que cette notion d'être au plus près des équipes, au plus près du client, au plus près du terrain, c'est des sujets qui me sont super importants pour moi, pour mieux comprendre ce que je fais. Ouais. Et puis parce que l'aventure humaine me semble plus sympa pour moi. Donc oui, je suis plutôt PME, grosse boîte. Ouais. Ouais. Si je reviens sur ton parcours, il y a une première partie de ton parcours, passer ce stage, où... quelque part, tu dis, je vais faire un peu ce pourquoi j'ai été formé, formaté, je ne sais pas, c'est pas toi qui l'as dit, c'est moi qui le dis. Et
finance Big Four, Oui. contrôle de gestion. Mm. Comment tu vis cette période pré-entrepreneuriale Oui. où tu es dans les chiffres, tu es dans la méthode, la structure, tu es dans les grands groupes? Oui. Comment tu vis cette période-là? Donc après mon stage, en effet, je reviens en France et pour des raisons alimentaires, en fait, j'essaie quand même de retrouver le même type de boulot que ce que j'ai vécu pendant mon stage. J'y arrive pas. Et donc du coup, pour des raisons alimentaires, je pars en conseil dans un des Big Four à la Défense. Moi, j'ai bien aimé parce que ça a structuré beaucoup de process et de méthodes. Et j'ai rencontré des gens hyper intelligents et hyper intéressants, donc ça, j'aime beaucoup. Mais très vite, en fait, au bout de 2 ans et demi, j'ai senti qu'il fallait que je quitte cette structure. Parce que je me dirigeais dans une prison dorée que j'avais envie de fuir. Et donc, je voyais des gens, en fait, investir d'un point de vue perso dans des apparts, par exemple, mais des beaux apparts, et qui ne pouvaient financer que par des progressions de carrière qui étaient proposées par ce type de structure où, en fait, tu as l'impression d'être dans une prison dorée à 40 ans. Est-ce que déjà là, ça vient gratter le besoin de liberté de l'entrepreneur? Ah, carrément, mais bien sûr, Ouais. bien sûr. Alors pour autant, comme beaucoup de gens du Nord, tu quittes la région parisienne, Oui, tu reviens sur tes terres, oui, tu continues en gestion ou en finance. oui. C'est la dernière expérience avant le grand saut? C'est ça, parce que du coup, pour des raisons personnelles et familiales, je reviens à Lille, ce qui n'était pas prévu dans mon plan de personnel. Et puis bon, après, j'avais toujours une attache forte à Lille, comme tous les Lillois. Et donc, je pars en contrôle de gestion financier dans une boîte de retail de distribution textile. Encore une fois, c'est une boîte le type de boîte que je voulais pas rejoindre à l'origine. Et pareil, je m'intéresse beaucoup au modèle en fait, qui est en fait assez passionnant. Et en fait, je choisis aussi ce métier avec déjà un fil conducteur de me dire que là, je serais au milieu entre la stratégie et le terrain. Et que j'allais vraiment apprendre comment un DG structurait des process et la finance au plus près du terrain et pour ensuite peut-être le mettre en application dans l'entrepreneuriat. Quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu viens à la fois pour un job, mais en même temps pour observer, Ouais. apprendre, Oui, se préparer pour le coup d'après. exactement. Ok. Et donc moi je suis le profil d'entrepreneur tu vois, il y a ce que j'avais vu chez Réseau notamment, qu'il y avait 3 profils d'entrepreneurs. Le profil l'entrepreneur qui se lance à 25 ans à la sortie des études, celui qui se lance à 29-30 ans après un début de carrière mais qui a encore beaucoup de risques à prendre potentiellement, et ben moi je suis lui, et celui qui a 40-45 ans, qui a un bon bagage dans un domaine de compétences, qui a financé une partie des études de ses enfants et qui du coup se dit bah maintenant c'est le moment ou jamais d'y aller quoi. Bon, moi je suis le profil numéro 2. Ouais. Donc il y a une petite musique Oui. qui se joue assez régulièrement pour envie de créer ton entreprise, tu as Oui. des copains qui se sont déjà lancés, etc. Et puis tu te lances en 2008, Mm. une entreprise que beaucoup d'entre nous connaissons, ce sont les paniers de Léa. Ouais. Et quand tu m'en as parlé, tu m'as dit assez rapidement, enfin il y a 2 choses, il y en a une sur laquelle je veux revenir qui m'a étonné, c'est que pour baigner comme toi dans l'entrepreneuriat, souvent l'entrepreneur a un concept, Mm. puis une fois qu'il a son concept, il va constituer une équipe. Mm. Toi, ce qui m'a vraiment amusé, Mm. c'est que tu as fait l'inverse. Ouais, je fais Tu l'inverse. peux expliquer à nos auditeurs ce que tu as fait avec ton Ouais. associé? Bah en fait là, donc, comme tu suggères, en effet, là, ça bouillonnait en moi de devenir entrepreneur, et ça, il y a eu un déclencheur qui était un entretien professionnel qui m'a déçu, et en fait il fallait pas plus pour que je me dise il faut que j'y aille. Donc en fait C'était la bonne excuse pour se lancer. je pense. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, la bonne idée qu'on m'a conseillée, c'était d'en parler beaucoup que je voulais devenir entrepreneur. Beaucoup ont leur idée, ils veulent pas en parler, de peur de se faire concurrencer par quelqu'un qui pourrait porter l'autre projet. Et on m'a dit, c'est tout l'inverse. Parle-en, tu verras, ça génère des opportunités. Et la première des opportunités, c'était que un ami d'enfance voulait aussi entreprendre, et qu'on s'est dit, en fait, on va le faire à 2. Et là, on va trouver une idée. Donc, c'était le duo qui a... Donc tu as constitué l'équipe avant d'avoir le projet professionnel. Exactement. Ouais. On a mis 6 mois pour trouver l'idée. Ouais. On a tourné autour de plusieurs projets, et un jour, lui qui travaillait pour une coopérative agricole m'a dit qu'en fait, il souhaitait se lancer dans le fait de développer la consommation locale de produits frais, parce qu'il était heurté par les flux de fruits et légumes qu'il observait dans son quotidien. Et là, pour moi, pam, tout de suite, ça a été, ouais, mais moi, je veux faire ça, en fait. Moi aussi, je veux faire ça. Et comme je te l'ai expliqué, on va revenir dessus, ça a été un vrai révélateur que l'impact était moteur chez moi. Magnifique transition, j'allais te poser la question. Ouais. Tu m'as dit que tu as pris conscience que tu voulais être un entrepreneur à impact. Oui. Ça veut dire quoi être un entrepreneur à impact?
Eh bien, c'est un entrepreneur qui vise un impact positif, soit sur l'homme ou sur la nature, ou bien évidemment sans doute les deux, et qui est guidé par le résultat positif qu'il va générer sur l'homme et sur la nature. Je peux poser une question un peu Ouais, poil à gratter. Un entrepreneur qui gagnerait beaucoup d'argent, donc ouais. qui a beaucoup de résultats, si il distribue auprès de ses collaborateurs, s'il donne un pourcentage de son chiffre d'affaires, Mm, mm, mm. etc. Est-ce que c'est aussi un entrepreneur à impact? Ah, d'une certaine manière, oui. En tout cas, Ouais, c'est un entrepreneur social. ouais. Et quoi qu'il arrive, il faut pas non plus être naïf. L'entrepreneuriat à impact, c'est d'avoir une structure qui financièrement soit positive. Mm. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a différents mouvements, notamment Impact France, qui expliquent bien qu'en fait, il nous faut des champions de l'entrepreneuriat à impact, c'est-à-dire des gens qui réussissent, Mm. qui gagnent de l'argent. Faut pas avoir, c'est pas un gros mot. C'est pas si sale que ça. Non, c'est Ouais. pas ça. Et même, c'est même sans doute la méthode pour réussir à changer les choses. Il y a des entrepreneurs à impact absolument incroyables Ouais. et qui changent vraiment les choses de manière radicale en faisant du volume. Et moi, je m'en inspire fortement. Ouais. Euh, Tu te lances donc je crois en 2008 dans les Mm. paniers Léa. Mm. Et puis, dans le parcours des paniers Léa, moi je vois il y a des pivots régulièrement. Quand on Mm. parle de pivots, c'est des Mm. retournements, de transformations. Mm. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs l'idée de départ et puis les changements successifs que vous avez eus Ouais, avec ton associé? je vais essayer de la faire de Moi, manière très synthétique, hein. t'en rigoles. Ouais, parce que 2010, on se lance sur un projet modèle B2C. On développe la vente de paniers de fruits et légumes et d'autres produits artisanaux aux Donc particuliers. l'idée de départ de Panier Léa, Mm. c'est distribuer des produits locaux. Je Oui, pense que c'est important de le redire. oui, Des produits locaux aux particuliers. oui, Donc tu vas livrer chez des particuliers oui. des paniers avec des fruits et des légumes locaux. Donc notre nom en fait est révélateur de premier concept parce qu'on fait des paniers qu'on livre chez des femmes qui nous servent de point relais dans les quartiers sur le modèle Tupperware. Et ces femmes, on leur a donné un prénom commun qui est Léa. Donc les paniers de Léa, Léa, c'est juste une idée marketing en fait. C'est un prénom qui était le plus donné aux petites filles en 2010 quand on crée la boîte. Donc on s'est dit on va être un marqueur moderne, même dans 15 ans. Il y a des filles qui viendront nous voir en disant, ou des mamans en disant, j'ai appelé ma petite fille Léa il y a 15 ans. Bah oui, c'était un peu fait exprès. Donc ça, c'est assez marrant, mais on est moderne aujourd'hui. Donc les paniers Léa, c'est ça. Et en 2000, en fait, le modèle, il est pas rentable et on va même mourir. Et en 2012, on est sauvé par des entreprises qui nous appellent en disant, parce qu'on finalement on livrait les paniers dans les entreprises pour les collaborateurs, c'était un service aux collaborateurs, et les entreprises nous ont dit, on adore vos valeurs, on adore vos produits, on adore qui vous êtes, et on voudrait vous acheter des fruits pour les mettre dans nos salles de pause à destination de nos collaborateurs. Quand tu dis le modèle B2C, Oui. on est en train de mourir. Oui. C'est-à-dire que quand tu dis on est en train de mourir, c'est l'entreprise, tu vois elle va déposer le bilan. Bah, on a cramé notre cash, on avait, je crois, dû mettre 120 000 euros entre notre apport, le prêt d'honneur au défi et l'emprunt bancaire. Et je crois qu'il doit nous rester 10 000 sur les comptes, quoi, tu vois. Comment on vit ces périodes-là? Ça date c'était d'il y a une bonne dizaine d'années, mais est-ce que tu t'en suivais encore? Ah ouais, je m'en souviens. Parce que je faisais des plans, des tableaux de trésorerie au jour le jour. Je savais que je devais recevoir un chèque qui allait être encaissé de 500 euros, qui allait tomber 3 jours plus tard sur nos comptes. Ouais, tu vois, d'avoir été contrôleur de gestion financière m'a permis de savoir faire des tableaux de trésorerie, tu vois, par Comme exemple. quoi, ami entrepreneur, Voilà. un petit parcours en finance. Je repose ma question, comment Ouais. on vit émotionnellement ces moments C'est- où on navigue à vue et on se dit, tiens, la vie d'entrepreneur, elle est peut-être terminée? Bon, c'est dur, en effet, hein, mais après, déjà, nous, on se serrait les coudes avec mon associé. J'ai un La super... famille? Ce que j'allais te dire, j'ai un entourage incroyable. Ouais. Une femme qui m'accompagne. C'est elle qui m'a dit, quand j'avais été déçu par mon entretien, je lui avais dit, mais il faudrait que je sois entrepreneur. Elle m'a dit, regardez, mais pourquoi? Fais-le. Du coup, je me suis dit, je vais le faire, en fait. Et en fait, elle m'accompagne depuis 20 ans autour de mes différents choix. Elle est majeure. Et est-ce que si elle n'avait pas été là, tu aurais osé te lancer? Peut-être, sans doute, mais en tout cas, pas de la même manière. Ouais. Il y aurait On dit souvent que derrière un entrepreneur ou un grand entrepreneur, il y a une femme, une épouse qui Ouais. le soutient. C'est ton cas? C'est mon cas, ouais, Ouais. carrément. Et toujours plus. Ouais. Et puis avec le temps en plus, toi aussi, hein, je crois que tu es bien accompagné. Avec le temps, les enjeux ne sont pas les mêmes et notre maturité ou nos envies personnelles ne sont pas les mêmes. Et malgré ça, en fait, on arrive à s'adapter en se soutenant, Ouais. toujours. Quand tu me dis ça, je trouve que tu ouvres quelque part un chapitre qui est de dire
derrière la vie de l'entrepreneur, il y a une vie de couple. Ouais. Et cette vie de couple, si elle est solide, Oui. elle contribue forcément de manière directe à la réussite de nos projets entrepreneuriaux. Est-ce que c'est ça de manière implicite ce que tu... Bah, ça dépend du projet de couple, en fait, tu vois. Mais parce qu'il y a forcément des femmes qui n'ont pas forcément envie d'avoir un mari entrepreneur et qui veulent que leur mari soit autrement. Et d'autres, moi j'ai des copains qui, eux, par contre, c'est en se séparant qui sont devenus des très bons entrepreneurs, tu vois. Donc, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait une règle précise. En tout cas, c'est sûr que si tu deviens entrepreneur, par contre, ton couple, il doit être solide. Ouais. Clairement. Ouais. Donc on passe cette période où vous naviguez à vue, vous êtes vraiment dans le doute, et c'est quelque part tes clients qui t'ont amené à faire ce pivot vers du B2C. Ouais. Ouais. Et oui, donc du coup la rapidité de virage en fait elle est majeure, et en fait moi je lis beaucoup de choses comme toi sur ces sujets-là, mais en effet il y a beaucoup d'intuition derrière, donc moi là je viens d'en faire un nouveau de virage, et j'analyse les virages, et les virages c'est tac, ça doit être radical quoi, enfin si tu le sens, hein. C'est dangereux, ça fait peur, mais il faut y aller. Et donc ce qu'on a fait, et donc en 2012 on a basculé d'un modèle B2C d'un coup à un modèle B2B. On a arrêté on avait un site marchand et tout, on a tout coupé, tac, maintenant on vend des corbeilles de fruits dans les entreprises. Alors je pense qu'on a vendu encore quelques paniers aux salariés sur leur lieu de travail pour faire une continuité, mais on a arrêté quasiment du jour au lendemain. On sent comment quand on fait un pivot comme ça, on abandonne un modèle, on débranche le site internet, on va vers du B2B, qui est un modèle quand même assez différent. Oui. Comment on est intérieurement il doit y avoir du doute, de l'excitation. C'est quoi? C'est le paradoxe où à la fois j'ai peur d'abandonner un premier modèle même s'il ne marche pas, et l'excitation d'aller vers le deuxième. Est-ce qu'on est un peu dans cette situation-là? Alors, je pense que sans doute pour beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, ce qui me nourrit, c'est l'excitation, parce qu'en fait, je redeviens entrepreneur d'un coup. Enfin, j'ai une page blanche, en fait, donc ça m'excite. Et puis, c'est surtout... Là, dans les moments, mes virages, ils sont aussi faits pour développer. Donc, tu te dis, je vais aller plus loin, plus haut. Donc, c'est très excitant. Et j'ai pas trop peur, parce que quand je coupe, je sais que de toute façon, il faut couper. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va pas. Donc, il faut couper. Donc, j'ai pas peur. Et deux, j'ai la chance de pas être trop nostalgique. Et donc, du coup, au niveau de mon cœur, ça me fait rien. Enfin, pas grand-chose. Ouais. Alors, forcément, ça a des impacts sur les gens, etc. Mais moi, pour moi... c'est juste un passé qui nourrit ce que j'ai pu faire dans ma vie et qui me fait avancer ailleurs. Ouais. Au tout début de ta présentation, tu me parlais de tes études. Donc tu as fait une grande école de commerce, bravo, prépa, école de commerce, l'élite de la nation peut-être, une partie. Ah, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. C'est ce qu'on vous dit, ouais. Comment tes camarades de promo t'ont regardé quand ils t'ont vu partir dans la distribution de produits frais à la ménagère de 45 ans ou je ne sais quoi. Comment t'as été regardé? Quel retour t'as eu? Il y a une forme de mythe de l'entrepreneur qu'on évoquait aussi quand on échangeait ensemble, qui donne envie. C'est-à-dire je pense qu'il y a 80... Enfin, j'en sais rien, j'ai pas les stats, mais il y a peut-être 80% des gens qui aimeraient entreprendre et il y en a 10 qui le font. Donc il y en a 70% des gens qui savent qu'ils ne le feront pas. Et qui vont devoir vivre avec leur frustration. Exactement. Ouais. Mais ils savent qu'ils ne le feront pas. Parce qu'en fait, moi, mes proches d'école de commerce ont plutôt choisi la sécurité financière et plutôt que le risque. Donc, ils ont fait ce choix-là. Par contre, c'est vrai qu'après, je connais pas tous mes potes de promo, mais il y a donc cette aura d'entrepreneur. Et c'est vrai que surtout sur une période, je faisais en plus d'autres choses à côté... parce que je créais des événements festifs, etc. Donc j'avais une double casquette entrepreneuriale. Les gens venaient, quand je les voyais, et me posaient énormément de questions, et tu voyais beaucoup pas d'envie, mais et d'admiration, c'est peut-être fort, mais en tout cas d'intérêt, quoi. Ouais. Alors que quand tu leur poses les questions pour eux, ils sont, moi c'est classique, tu sais, moi je fais de la finance. Et comment ils ont réagi à ce positionnement d'entrepreneur à impact? Est-ce que ça parle quand on fait des études pour devenir un grand financier, une société du CAC 40 ou en tout cas de grosses structures? Est-ce que l'entrepreneur à impact, ça leur parle? Alors ça parle à vraiment beaucoup de monde. Mais je trouve qu'il y a une forme d'admiration là pour le coup de gens qui s'engagent pour faire changer les choses de manière positive. Et alors moi pour le coup, je suis pas un militant, c'est un mot qu'on évoquait dans nos échanges avant, je suis un engagé déjà. Donc
Donc du coup, je suis pas, entre guillemets, excuse-moi, hein, c'est pas l'image que je m'en fais, mais il y a ce côté pas trop dur, quoi. C'est le côté plus soft du changement. Donc c'est déjà, ça parle à plus de monde. Et en plus, moi, j'y ai rajouté une côté, parce que je suis comme ça, un côté joyeux. C'est-à-dire qu'il faut, de toute façon, il faut pas, c'est pas triste que la planète va mal. Il faut réenchanter les choses. Donc soyons joyeux. Et donc du coup, ça fédère, tu vois. Ouais. Donc tout ça mélangé fait que, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que l'impact c'est bien. Et en plus, si t'es pas trop militant et que tu le fais de manière joyeuse, bah, t'es sympa, quoi. Ouais. Dans le projet des paniers de Léa, il y a une thématique que tu as amenée très vite, c'est le mieux manger, mieux se nourrir. Oui. Tu peux cette prise de conscience, elle vient de quoi? Ben, c'est les flux de marchandises. À l'origine, on veut juste se dire qu'on va arrêter dans un supermarché de la région métropole lilloise de faire descendre des carottes qui sont produites aux Pays-Bas, alors qu'à 10 km du supermarché, il y a un producteur de carottes qui, lui, les descend dans le sud. Donc c'est une aberration. Et en fait, à l'époque, c'était assez précurseur. Aujourd'hui, c'est entendu par beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de gens qui ont agi de cette manière-là. Donc la première des choses, mieux manger, c'est d'essayer de mettre de l'ordre un petit peu sur l'origine des produits. Mais mieux manger, ça peut être... Après, on a basculé sur des sujets, quand on a fait du B2B, un peu plus blouse blanche. Donc ça va être nutritionnel. C'est... qu'est-ce que je dois mettre dans mon assiette pour que mon corps aille mieux. Toujours à destination des entreprises. Ouais. Côté éducatif. Oui. C'est ça, tu es allé dans les sièges sociaux pour des bars à jus, mais derrière les bars à jus, c'est aussi éduquer, entre guillemets. Exactement. Sensibiliser. Ouais, les bars à jus, c'était vraiment ça. C'était dire, vous savez, avec des fraises, une banane et du jus de pomme, vous pouvez vous faire un bon smoothie qui sera meilleur que le jus que vous achetez tout fait en supermarché. C'est vraiment cette joie de mieux manger, en fait, quoi. Tu vois, et de manière simple. Parce que la simplicité fait partie de nos valeurs. Mais mieux manger aussi, c'est mieux manger avec les autres. C'est un rôle social majeur, l'alimentation. Il y a donc ce qu'il y a dans l'assiette, il y a comment ça arrive dans l'assiette, mais ce qu'il y a autour de l'assiette. Donc en fait, l'alimentation, c'est là où c'était plus un moment des fruits et des légumes, c'est l'alimentation, c'est un outil incroyable pour changer beaucoup de choses sur la planète et sur les hommes. C'est une excuse, désormais, qui est joyeuse, qui fait du bien pour changer les choses qu'il y a autour. J'entends le mot joyeux. C'est important pour toi de mettre de la joie dans ton quotidien, dans ton activité. Ouais, c'est même la baseline des paniers de Léa, c'est la joie dans l'estomac. Ouais. C'est joli, très joli. Tu me parlais aussi, c'est que tu as appris à devenir entrepreneur à impact. Oui. Tu me disais que tu as été, pendant 2 ans, tu t'es fait former. Oui. Déformé même. Même déformé, formé, déformé, pour devenir entrepreneur à impact. Par le réseau Alliance, en 2015, que je rencontre pour la première fois dans un salon et qui me présente les formations au nouveau modèle économique et notamment celui de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. D'ailleurs, tous ces mots-là, ça veut dire quoi concrètement? Franchement, quand j'ai lu ils m'ont expliqué, j'ai compris que c'était ça franchement, j'ai compris que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Mais quand on suit la formation, on met au moins 6 mois ou 1 an à comprendre ce que ça veut dire. Et en fait, on déforme un modèle. En fait, en gros, et surtout moi, qui ai fait une école de commerce, j'ai appris le modèle industriel où tu vois, tu as un compte d'exploitation et tu dois avoir des points de rentabilité aux différents niveaux de ton compte d'exploitation. Et donc, pour gagner des points tout en bas de ton compte d'exploitation, tu vas gagner des points de marge, donc travailler sur la matière. L'origine des produits vient de là, notamment, ou des gains de frais de personnel, et donc presser les hommes. Donc tu vas presser la terre, ou tu vas presser les hommes. Et donc tu dois faire toujours plus de volume, et donc toujours plus détruire, entre guillemets, pour faire vendre. Et là, en fait, l'idée, c'est plutôt d'essayer de maximiser tous les impacts positifs par la coopération d'acteurs qui ont intérêt, ensemble, sur différents niveaux, à créer de la valeur, pour créer toujours plus de valeur. Donc c'est très compliqué à appréhender en 30 secondes, parce que moi j'ai mis 6 mois ou 1 an à comprendre. Mais du coup, ça m'a permis, je suis pas dogmatique, mais ça m'a permis d'avoir des réflexes de coopération toujours plus importants. Ouais. Étape, comme beaucoup d'entrepreneurs, le Covid secoue un peu l'association, de ce que j'ai compris, avec une levée de fonds. Il y a une association qui est fragilisée. Période beaucoup d'entre nous difficile. Nous, on est une entreprise, donc on est
Donc on est un format juridique d'entreprise. Par contre, on tombe à 3% de notre chiffre d'affaires avec un modèle économique qui est basé sur la relation physique des personnes dans un lieu fermé. Ouais. Autant dire qu'on n'est pas trop dans... Enfin, le Covid, ça fait mal. On tombe à 3% de notre chiffre. Je venais de faire une levée de fonds qui doit financer de la perte. Je prends du PGE aussi, je m'endette. Et j'ai pas du tout de visibilité sur l'avenir. Au bout d'un an, on se dit qu'on va avoir quand même réussir en année 2 à faire 900 000 euros de chiffre d'affaires, mais mes ratios sont ultra complexes parce qu'on a 500 000 euros de dette. 900 000 euros de chiffre, tu vas pas faire 500 000 euros de BE et qu'on sait pas trop où on va, quoi. Et donc j'ai beaucoup et malgré tout, je veux pas lâcher la boîte pour des raisons, je pense perso, et parce que comme je t'expliquais, je me voyais mal trouver la force de rebâtir quelque chose qui ressemblait précisément à ce que je voulais faire. Et donc... Pourquoi tu lâches pas à ce moment-là? Parce que quand tu me parles, tu as fait de la finance. Ouais. Si tu fais 900 000 euros de chiffre, 500 000 euros de dette, la messe est dite, quelque part. En tout cas, on pourrait se dire ça. Bah, j'ai pas osé, je voulais pas. Et des fois, je me dis, j'aurais dû le faire, mais je l'ai pas fait. Et en fait... quand je me suis engagé dans la voie, qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Je pense que j'avais peur de l'énergie à retrouver pour refaire la même chose. Okay. Et qu'il y avait trop de choses positives qu'on avait réussi à faire en 10 ans que je voulais pas abandonner. Et que je me suis dit, en fait, si j'y arrive, mais je vais être super... Enfin, je vais montré à moi des ressources absolument incroyables qui seront une force pour le reste, tu vois. Tu étais tellement convaincu de ton modèle, de dire, même si les ratios n'étaient pas bons, tu t'es dit, je continue, je lâche pas. Alors, du coup, le modèle, il n'y en avait pas, mais j'étais convaincu que je tenais un état d'esprit, que je tenais une valeur immatérielle qui pouvait renverser des montagnes. Et c'est là que tu vas de nouveau faire un virage. Je crois que c'est marrant dans l'histoire des paniers de Léa, il y a quand même beaucoup de virages, de pivots qui ont été réalisés, où là, tu passes dans des modèles... de corner pour des entreprises. Et tu peux peut-être parler de la première expérience qui t'a permis d'aller vers ce modèle-là? Bah oui, parce qu'en sortie du Covid, on se lance, là on est quand même plein d'énergie pour tout faire, pour trouver des ressources et développer. Ça nous oblige à nous bouger encore plus, quoi, tu vois. Et donc je lance l'activité traiteur parce qu'on avait donc une activité corbeille de fruits, une activité d'animation dans les entreprises type bar à jus, bar à crêpes, atelier de sensibilisation. On en faisait 800 à 1000 par an quand même. Et à chaque fois qu'on mettait des animations en place, il y avait des traiteurs à côté de nous. Donc je lance la partie traiteur en 2023, sortie Covid, sous-traité à des partenaires, producteurs, artisans. Toujours mon modèle de sous-traitance. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, il y a Mobivia, qui est une boîte de 1200 personnes, chez qui on allait enchanter les bureaux par des animations, justement, qui nous dit « Mais nous, on n'a pas de corner dans notre entreprise. » Et en fait, ce que vous faites, ce que j'avais déjà vécu 10 ans auparavant, nous plaît, et on voudrait que vous réfléchissiez à monter un modèle de food dans notre entreprise qui réenchante les bureaux. Ouais, ce qui est étonnant dans ce que tu dis, en tout cas vu de l'extérieur, c'est la deuxième, voire la troisième fois où ce sont tes clients qui font bouger l'entreprise. Alors c'est ta capacité aussi à écouter, mais qui t'amène vers des nouveaux concepts. Et parce que j'adore le terrain, donc du coup je vais sentir beaucoup de choses, et puis je suis très proche, encore une fois, ça c'est une autre valeur des paniers Léa, la proximité, donc je suis proche de mes clients, et qui fait que du coup on discute très vite, naturellement, c'est comme ça que se font les opportunités, je pense, pour moi. Et qu'est-ce que tu crées, qu'est-ce que vous avez créé avec Mobivia, justement? Eh ben on a proposé un concept de gestion d'un corner qui soit ouvert de 7h30 du matin à 14h30. Toujours mieux se nourrir? Toujours, ouais. Alors là, pour mieux se nourrir, ça tourne autour de la machine à café. Là, on rentre par la machine à café. Et la machine à café, on fait du bon café torréfié artisanalement par le Comptoir du Lys, qui est une entreprise centenaire dans la région, qui est un café incroyable. Et donc, du coup, c'est pas semi-industriel, c'est artisanal. Ça parle à tout le monde. Et la machine à café, c'est l'endroit où les gens vont se réunir pour commencer la journée ou faire une pause. Et autour de la machine à café, on a fait une offre de snacking, de sandwicherie, de salade, de dessert, en collaboration à l'époque avec Fait Maison, avec qui tu vois, coopération directe, qui est porteuse de valeur pour les deux. Et après, à côté de ça, on a dit, nous, on fait ça, mais en plus, et parce que notre modèle a besoin d'être rentable,
et parce que c'est cohérent, on va vous demander de prendre l'exclusivité de la gestion de l'événementiel sur votre site, ce qui n'est pas rien. Et donc, Mobilia, c'est la première expérience dans ce nouveau modèle. Oui. Et tu vas avoir des petits. Oui. Ouais. On en ouvre un par an. Ouais. On a ouvert Jules à Roubaix, qu'on a fermé depuis, parce que c'est pas assez rentable et on l'avait pas finalement si bien fait que ça. En 2024. 2025, on a ouvert un site à Arras qui s'appelle le LFB Biomédicaments. C'est un site industriel. Et là, l'enjeu, il était canon pour nous parce que c'est une zone industrielle qui donne pas forcément envie. Hein, c'est pas trop sexy. Et là, on y a créé avec eux un restaurant très sympa, très convivial, avec la machine à café. Et vraiment, le lieu, il me plaît beaucoup. Et la dernière belle opération, Euratechnologie. C'est Euratech. Ouais. En coopération aussi. Avec Comptoir Volant, avec César et Grégoire. Qui étaient à ta place il y a quelques mois. Je leur fais un grand coucou, parce qu'on a... Là, pour le coup, ça a été aussi très rapide, un appel d'offres qui tombe mi-décembre. Et on doit rendre un projet pour le 6 janvier 2026. Donc voilà, pendant 15 jours, il y a les vacances de Noël avec des longs ponts. Autant dire que notre disponibilité potentielle, elle est limitée. Et que donc du coup, sur 3 semaines, je pense qu'on a 1 semaine et demie de travail effectif potentiel pour monter un concept. Et parce qu'on est en concurrence avec d'autres projets. Et avec César, j'appelle César le soir même, je le connais. Je sais qu'il est très branché entrepreneuriat, qui va vite. Et on a monté un concept à 2 boîtes en 3 semaines. Et en fait, on a eu des allers-retours pendant 2-3 semaines avec Euratechnologie, qui nous annonce qu'on a gagné fin janvier, mais qu'on doit ouvrir en 1 semaine. Et donc, ça bouscule beaucoup de choses. Ouais, là, c'est dur. Ouais. C'est dur. On y va par l'énergie, on y va parce qu'on a une partie de l'équipe qui comprend, qui est derrière et qui se défonce. Mais c'est violent, c'est costaud. Ouais. Mais on le fait. Ouais, et on le fait. On le fait. Pourquoi on le fait ? Parce que c'est excitant, quoi, et qu'on sait qu'on va y arriver, mais par contre, au quotidien, c'est quand même beaucoup d'impact, à la fois sur ce qu'il faut créer et sur ce que ça bouscule derrière, quoi. Ouais. Je trouve dans ce que tu nous partages, il y a cette thématique autour du mieux manger. Oui. Et il y a aussi une thématique, je trouve, c'est la coopération qui vient régulièrement. Oui. Je trouve dans ton histoire, il y a beaucoup de coopération avec tes équipes, bien évidemment, avec tes clients, avec d'autres partenaires entrepreneurs. Est-ce que ça te parle, ça ? Ouais. À fond, parce qu'on avait monté aussi chez Réseau Alliance le club des jeunes pousses du Réseau Alliance à l'époque, en 2017, basé sur la coopération entre jeunes entrepreneurs à impact. Et aujourd'hui, je suis toujours plus mature sur la coopération parce que je suis câblé comme ça, en fait. Et tu vois, typiquement, Euratechnologie, c'est un projet tellement gros potentiellement que la première des choses que je me suis dit, c'est avec qui je peux coopérer, sur quelle branche, quelles sont les branches sur lesquelles je vais coopérer et avec qui. Et donc, Comptoir Volant, c'est la première coopération, la locomotive. Mais on collabore avec une association de Bois Blanc qui fait une bière locale pour la partie bière, justement. J'ai sollicité des agenceurs pour la partie mobilier. C'est pas encore signé, mais il y en a un qui branché coopération qui peut être très sympa. Sur la culture, je suis venu travailler potentiellement avec Théâtre du Nord qui a dit potentiellement ça pouvait les intéresser. Sur l'agencement bois d'une terrasse, je travaille avec Ed Wood qui va coopérer avec nous pour faire quelque chose de qualité. Et avec Euratechnologie, on coopère aussi, bien évidemment. Ça crée tout cet écosystème. Ça crée un écosystème qui, du coup, porte le projet et du coup, tu n'es plus tout seul, quoi. Ouais. Le temps passe vite, mon cher Bastien. Souvent, on met les mondes un peu en opposition. C'est-à-dire que soit l'entreprise gagne beaucoup d'argent et elle peut être perçue effectivement comme une entreprise qui a comme vocation générer du cash. Soit on est un peu dans l'économie sociale et solidaire, beaucoup de sens, mais pas beaucoup de rentabilité et peut-être dépendant des subventions. Est-ce que ces deux mondes-là peuvent se marier ? Est-ce qu'on peut donner du sens, créer de l'impact et aussi gagner de l'argent ? Oui, clairement. Et on a la chance dans la métropole lilloise, en tout cas, et après dans d'autres... je pense qu'à Paris aussi toujours plus, mais d'avoir des acteurs économiques et institutionnels qui sont très intelligents sur ces sujets-là. Et tu vois, dans des structures autour
mais au MEDEF, tu vois des gens de l'ESS, mais dans le monde de l'ESS, tu vois des gens du MEDEF, et qui sont sincères. Je veux dire, c'est pas de l'opportunisme, qui veulent vraiment changer ensemble les choses. C'est juste qu'ils ont des étiquettes plus marquées, syndicat traditionnel pour l'un et l'autre plus engagé, mais les deux se parlent vraiment de manière concrète, avec des institutions et des politiques qui sont également, et quel que soit le bord hein, d'ailleurs, sauf peut-être les extrêmes, mais qui sont sincèrement, qui donnent sincèrement les outils de vouloir changer les choses de manière positive. Et tu vois que ce soit la mairie de Lille ou la région, il y a tellement de choses bien faites pour les entrepreneurs à impact que pour moi les mondes se cohabitent. Ouais. Ouais, et ce que tu dis, c'est qu'il y a travailler des ensemble. vrais messages d'espoir. C'est qu'à la fois au sein des de l'entrepreneuriat, Oui. des associations, des fédérations, mais aussi des pouvoirs publics, il y a une prise de conscience. Et une envie de faire ensemble. Ouais. Donc, et ça, c'est pas du béni oui, je le vois vraiment de manière concrète, quoi. Ouais. Bastien, si je devais te donner le mot de la fin, qu'est-ce que tu auras envie de nous dire? Tu me prends un peu de court. En tout cas, je suis très content d'être entrepreneur. C'est vraiment pas un métier passionnant qui est pas fait pour tout le monde. Et puis, j'espère que les gens ont de la joie dans leur quotidien parce que c'est ce qui donne, ce qui fait qu'on voit le monde de manière positive et enchanté. Voilà. Ouais. Bastien, un grand merci pour ton énergie, ta simplicité. N'oublions pas, mieux manger. Ouais. Et puis, je trouve que c'est un beau témoignage sur la coopération que tu nous as fait aujourd'hui. Ouais. Un grand merci, Bastien. Merci à toi pour l'invitation. Merci.